C'est un homme très discret dont les apparitions en public sont plutôt rares. Et pourtant, son nom est omniprésent dans les conversations à Niamey, au Niger, son pays natal. Tout récemment encore, le puissant homme politique a été projeté au devant de la scène à la faveur de sa libération de prison suite à une grâce présidentielle. Hama Amadou, puisqu'il s'agit de lui, enregistre un parcours assez atypique, jonché d'amitié de circonstances, de persécutions, d'alliances et aussi de trahison. Pour le régime en place, je ne suis pas n'importe qui, je suis l'ennemi à éliminer. C'est deux choses différentes. On ne négocie pas, pour certains, ils ne savent pas négocier avec l'ennemi. Il faut le tuer. Disciple de feu le général Séni Kountché, douanier sorti de l'école nationale d'administration de Niamey et recyclé dans la même spécialité en France, Hama Amadou a connu tous les rouages de l'administration nigérienne. Tour à tour responsable des douanes à Maradi, à Zinder et à Agadez. Puis, sous-préfet, secrétaire général de préfecture, directeur d'office et directeur de cabinet de son mentor Kountché et ministre de l'Information, Hama Amadou est de la trempe des politiciens qui savent où ils vont. Président de l'Assemblée nationale du Niger de 2011 à 2015, il a aussi été 2 fois Premier ministre. Il a été président du parti MNSD Nassara, le mouvement national pour la société du développement, qui porta Mamadou Tandja au pouvoir en 1999. Rapidement, sous fond de rivalité politique et de lutte de positionnement, la relation entre les deux hommes se dégrade progressivement. Dans la foulée, une affaire de détournement de fonds destinés à l'éducation éclate et place Hama Amadou au centre du scandale. Le Premier ministre est sacrifié sur la place publique. Les médias proches du pouvoir font de lui leur principale cible. Le 31 mai 2007, une motion de censure votée par les députés de l'opposition et d'une partie de la majorité est adoptée, entraînant la démission de son gouvernement après 7 ans, un record à ce poste. Dans une déclaration annonçant la chute de son gouvernement, Hama Amadou déclare « Aujourd'hui, le gouvernement s'est écroulé. Je veux féliciter l'opposition qui a réussi un travail de maître parce que la chose la plus improbable dans une majorité de 88% vient de se réaliser. C'est le début de sa descente aux enfers. » En 2008, il est arrêté et emprisonné pour des charges de détournement de fonds d'aide à la presse. Son entourage crie au scandale avec un dossier vide. Il dénonce une arrestation qui rentre dans un complot visant à l'éloigner de l'élection présidentielle prévue en 2009. Avec le président Tandja, nous avons fait la politique ensemble pendant près de 20 ans. Et nous étions quasiment inséparables. Oui, mais là, ça se finira aussi mal. Je crois qu'il vous envoie en prison. Lui aussi. Vous savez, oui, il est vrai qu'en 2008, cela a été encore mon sort. Mais cela s'inscrivait dans une logique qu'il faut comprendre, c'est-à-dire le président Tandja avait considéré que 2 mandats constitutionnels tels que prévus ne lui suffisaient pas, qu'il lui fallait une prolongation hors constitution. Et il était bien conscient que cette approche, je ne la partagerais pas. Alors la meilleure solution, c'était de m'envoyer en repos. Mais pourquoi vous? Pourquoi spécialement vous? Parce que j'étais le président du parti auquel il appartenait et le candidat potentiel pour les élections de la fin de son mandat. Si le 26 avril 2009, Hama Amadou bénéficie d'une remise en liberté provisoire, il ne faudra attendre que 2012 pour que la justice prononce une ordonnance de non-lieu, bien après la présidentielle dont il a été savamment écarté. Le coup est encaissé. Hama Amadou se remet progressivement en selle. Seulement, un autre obstacle, et pas des moindres, viendra se dresser à nouveau sur son chemin. Un obstacle plutôt familier et connu qui a pour nom Mahamadou Issoufou.
Ils ont presque le même âge, ont percé en politique au même moment, notamment à la faveur de la Conférence nationale de 1991. Deux hommes, tous deux brillants technocrates qui n'ont pas peur du combat. Mahamadou Issoufou, que ses amis appellent Zaki, le lion, et Ama Amadou, ceinture noire du judo. L'histoire les a parfois rapprochés. C'était le cas en 2009, lorsque l'ancien président Mamadou Tandja a voulu s'accrocher maladroitement au pouvoir. Au nom du mouvement Tazartier, les deux anciens premiers ministres se sont rapprochés et ont salué le coup d'État contre leur ennemi commun, Mamadou Tandja. Ils ont fait chemin commun, mais pour très peu de temps. Alors que Salou Djibo prend les fonctions de président par intérim, une nouvelle présidentielle se profile. En 2011, une nouvelle fois, lors de la présidentielle, les deux hommes passent à l'affrontement. Un duel qui ne dépassera pourtant pas le premier tour. Mahamadou Issoufou arrive en tête, Ama Amadou termine en troisième position, derrière Séni Oumarou. Le candidat du Modène doit donc choisir entre son vieux rival et celui qui lui a ravi la tête du MNSD, considéré comme l'héritier de Mamadou Tandja. Son choix est fait, il négocie un ticket pour 5 ans, faisant de Mahamadou Issoufou le chef de l'État, tandis que le poste de président de l'Assemblée nationale lui revient. Le palais contre le perchoir. Un mariage de raison que chacun sait pourtant provisoire. Ama Amadou apporte son soutien à Mamadou Issoufou et ce dernier accède à la présidence, faisant du premier le président de l'Assemblée nationale, la deuxième personnalité du pays. Une alliance de circonstances qui n'a visiblement pas tenu. Vous savez, une alliance repose d'abord sur une confiance réciproque et sur un respect mutuel. À partir du moment où vous avez l'impression que votre allié n'a comme objectif que de vous éliminer et d'affaiblir significativement votre parti, il serait de très mauvais ton de continuer à vouloir jouer l'allié loyal et soumis. Je pense que M. Issoufou Mahamadou n'a pas respecté les règles du jeu de l'Alliance et il a voulu infioder mon parti de force à la sienne afin que je le soutienne aux élections de 2016. Quelles étaient ces règles justement, si on essayait pour nos téléspectateurs de savoir quelles étaient les règles conclues entre votre parti et celui de M. Mahamadou? Nous avons simplement arrêté le principe que je le soutienne aux élections de 2011 au deuxième tour et pendant 5 ans, nous essayons de mettre ensemble nos efforts pour donner au Niger les bases d'une stabilité politique réelle et les conditions d'un développement économique qui s'amorce. Donc notre contrat, c'est sur 5 ans, pas sur 10 ans. Et il est évident qu'au bout des 5 ans, chaque parti retrouve son indépendance et engage ses forces pour éventuellement demander au peuple souverain sa reconnaissance, soit au niveau des présidentielles, soit au niveau des législatives, mais en aucune façon pour être un supplétif à vie d'un autre parti. Donc je pense que c'est ce principe que M. Issoufou ne comprend pas. Dans la mesure où, au-delà de ma personne, il veut aujourd'hui l'imposer à tous ses alliés. Pour ceux qui sont rétifs, comme le ministre du Plan qui vient de se faire éjecter du gouvernement et qui fait l'objet déjà, comme je le suis, de toutes les vexations dont un pouvoir est capable, n'est-ce pas? Et il le fait à tous ses alliés. La présidentielle de 2016, c'est pour bientôt et chacun des deux alliés a des ambitions présidentielles. La rivalité s'ensuit, les attaques vont crescendo. L'escalade est d'abord verbale entre les deux hommes et ensuite entre les deux camps. Mais le 19 mai 2014, elle prend un tour inquiétant. Ce jour-là, la façade du domicile de Mohamed Ben Omar, un député de la majorité, est mitraillée à Niamey par 3 hommes circulant en moto. Pas de victimes. 3 jours plus tard, toujours à Niamey, le siège du Parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS, le parti du président Mahamadou Issoufou, est attaqué au cocktail Molotov. L'un des 3 blessés est grièvement brûlé.
Dans la foulée, la police interpelle une quarantaine de militants du mouvement démocratique nigérien pour une fédération africaine, le Modène Lumanafa, du désormais opposant Hama Amadou. Au final, 6 d'entre eux sont inculpés pour atteinte à la sûreté de l'État et incarcérés dans les prisons de Kolo et de Niamey. Parmi eux, l'ancien ministre de la Santé Soumana Sanda et l'ancien maire de Niamey, Oumarou Dogari. L'accusation est grave, les suspects risquent de lourdes peines de prison. Désormais, on ne porte plus les gants. Le gouvernement accuse Hama Amadou de vouloir créer les conditions d'un coup d'État et inciter l'armée à réaliser un putsch. La réponse du principal concerné est tout autant directe. Toujours président de l'Assemblée nationale malgré son passage à l'opposition, Hama Amadou affirme « Les attaques du domicile du député Ben Omar et du siège du PNDS sont des simulacres. La finalité, c'est de m'arrêter afin de pouvoir m'éliminer de la compétition de 2016. » Il affirmera même au journal nigérien Le Courrier que des gens qui se disent policiers ont approché son personnel de maison pour essayer de l'empoisonner. Des propos qui sonnent comme une prophétie. Dans la foulée, le calendrier judiciaire s'accélère pour celui qui est encore président de l'Assemblée nationale. Il est cité dans une affaire de supposition de bébé qui a valu à plusieurs personnalités nigériennes d'être placées en détention. Parmi celles-ci, sa seconde épouse, Adidja Hama, soupçonnée d'avoir acheté ses jumeaux au Nigeria. Le 26 août, le gouvernement saisit le bureau de l'Assemblée nationale afin d'autoriser la justice à entendre son président. Le lendemain, le patron du Modène Lumanafa, qui fait figure de principal opposant à Mahamadou Issoufou, prend la route pour Ouagadougou. Seul, affirme-t-il, et sans l'aide de personne. Le président Hama Amadou n'est plus sur le territoire nigérien. Il est exactement au Burkina. La fuite de Hama Amadou ne fait que convaincre qu'il se reproche quelque chose. S'il ne se reprochait rien du tout, pourquoi il allait fuir? Hama Amadou a jugé utile de se retirer pour une raison que vous savez très bien. Pour nous, ce simulacre de requête n'est rien d'autre que viser à la personne, à la vie de Hama Amadou. Et pour cela, il nous fallait prendre les précautions. Hama a perdu toute crédibilité à travers cet acte-là. Il a montré toute sa lâcheté et il a fini de convaincre ceux qui n'étaient pas encore convaincus qu'il n'est pas un homme d'État, qu'il n'est pas un homme politique. C'était un aventurier qui est venu distraire les gens et tromper les gens. Aujourd'hui, il a montré sa vraie face. 3 jours plus tard, il débarque à Bruxelles en Belgique, puis à Paris en France pour un exil d'une durée indéterminée. Interrogé sur les raisons de sa fuite, il explique que le gouvernement Issoufou a prévu de l'emprisonner quelques jours afin de l'empoisonner. Il donne même des détails assez impressionnants. Le gouvernement aurait fait venir un poison de Libye dont les effets ne seraient intervenus que quelques mois après son ingestion. Quelqu'un est venu m'informer, et c'était la 3e personne, pour me dire attention, toute cette affaire ne vise qu'une chose, arriver à vous arrêter même pour une semaine, le temps de pouvoir, d'une manière ou d'une autre, vous administrer un poison. Ce poison ne fonctionnera que dans un délai de 3 mois. Comme ça, peut-être que vous serez sorti de prison, mais vous n'allez pas survivre au-delà de 3 mois. L'enjeu n'est pas d'ordre judiciaire, l'enjeu est d'ordre politique. Monsieur Issoufou Mahamadou a juré depuis 2012 de se débarrasser de moi en 2013 et de faire tout ce qu'il est possible de faire pour m'empêcher de l'affronter aux élections de 2016. Vous êtes soupçonné d'être mêlé à un trafic de bébés au Niger. On appelle ça la supposition d'enfants. Donc en clair, votre 2e épouse, qui est déjà, elle, en prison, il faut le rappeler, avec une quinzaine d'autres personnes, est accusée d'avoir acheté, on peut le dire comme ça, des enfants au Nigeria voisin. Et notamment, ce qu'on dit, c'est qu'elle n'avait pas de suivi, de carnet de suivi de grossesse dans une maternité au Niger. Est-ce que c'est vrai ça? Je vais d'abord vous poser une question. Est-ce que dans la loi nigérienne, quelque part, il est fait obligation à toutes les femmes qui accouchent au Niger ou dans le monde,
l'obligation pour elle d'avoir un carnet de suivi de maternité au Niger. Et ma femme a fait son test de grossesse à Niamey, dans une clinique qui a fourni au juge la pièce qui démontrait bien qu'ils ont constaté qu'elle était bel et bien en grossesse. N'est-ce pas? Et chaque fois qu'elle allait, si c'était pour acheter des enfants, vous croyez que chaque fois qu'elle devait aller au Nigeria pour le suivi, elle allait en informer le président de la République, M. Issoufou Mahamadou? M. Issoufou Mahamadou qui, à chaque fois, par 3 fois, lui apportait des subsides, parce qu'à ce moment, on s'entendait très bien, pour aller et revenir. Est-ce qu'une femme qui a dans l'intention d'aller acheter des enfants, donc de manière frauduleuse, pourrait se comporter de cette façon? Et pour vous disculper complètement dans cette affaire, pourquoi est-ce que vous ne proposez pas notamment de faire des tests ADN qui montreraient à tout le monde que vous êtes bien le père de ces enfants? Non, ma femme, lorsqu'elle a été interpellée par le juge, a spontanément proposé à celui-ci de faire un test ADN pour démontrer que ce qui la concerne, il n'y a aucun problème. Je l'ai proposé dès le début du processus. Mais après ce qui s'est passé devant le juge en présence des avocats, ce sont les avocats de ma femme qui lui ont dit il n'est pas question dans les conditions troubles dans lesquelles cette affaire se passe que vous acceptiez de faire un test ADN parce que rien ne vous permettra de vous assurer de la sincérité du test. Combien de temps pensez-vous rester en France? Et je ne compte pas rester longtemps en France parce que c'est au Niger que je dois me retrouver. J'attends donc quelle sera l'évolution du dossier et je prendrai mes responsabilités le moment venu. Entre-temps, à Niamey, son procès suit son cours et il est condamné à 1 an de prison. C'est une parodie de verdict. Je vous avais dit que vous avez vu depuis le matin, un bus était stationné pour ramasser ceux qui seraient condamnés. En vertu de quoi, s'il n'y avait pas un choix prédéterminé, déterminé à l'avance, si les gens n'avaient pas été jugés à l'avance, comment est-ce qu'on puisse stationner un bus? Vous avez vu la militarisation de la juridiction depuis ce matin. Je ne suis pas surpris de la condamnation à partir du moment où les exceptions les plus élémentaires, les plus d'ordre public ont été balayées d'un revers de main par la Cour. Donc pour moi, le reste de la condamnation ne m'intéresse pas. Je suis convaincu qu'ils allaient arriver à cela. C'est la première fois que nous assistons à un tel procès. Je me suis demandé ce matin quelle est l'urgence particulière qu'il y avait à statuer forcément ce matin, jusqu'à statuer et à délibérer sur le siège pour une trentaine de personnes. Lorsqu'on sait que dans cette affaire, même les demandes de liberté provisoire ont pris des mois. Aujourd'hui, au fond, sur un dossier qui regroupe une trentaine de personnes qu'on doit écouter et qui, lorsque le dossier était venu, vous avez vu, c'est toute une pile, tout un carton de pièces. Je me suis demandé en vertu de quelles compétences extraordinaires, quelles compétences de génie la Cour avait pour statuer sur le siège, apprécier les fautes des gens en un temps record. En novembre 2015, il rentre tout de même pour participer à l'élection présidentielle. Il est arrêté et jeté à la prison de Filingué. C'est de là qu'il organisera sa campagne et engrangera des soutiens. Parmi eux, 3 grandes figures politiques, l'ancien Premier ministre Séni Oumarou, l'ancien président Mahaman Ousmane et l'ex-ministre Amadou Boubacar Cissé, tous issus du MNSD, l'ancien parti unique. À eux 4, ils représentaient 53% des voix lors de la présidentielle de 2011. Malgré l'emprisonnement de leur leader, les partisans de Hama Amadou restent mobilisés. Pour la campagne, ils ont adopté un slogan assez révélateur de la situation, de la prison à la présidence. Une mobilisation qui aura porté ses fruits au premier tour de l'élection qui verra la qualification pour le second tour de Hama Amadou face à son rival, le président Mahamadou Issoufou. En dépit de la mobilisation, de la pression et de cette qualification pour le second tour, Hama Amadou sera maintenu en prison. C'est d'ailleurs du fond de sa cellule qu'il passera le deuxième tour de l'élection. Une première dans l'histoire du continent, un candidat qualifié pour le second tour de la présidentielle, maintenu en détention. En pleine incapacité de battre campagne, son rival sera déclaré vainqueur au terme du scrutin.
Le 16 mars 2016, bien après la présidentielle, il est évacué d'urgence pour raison de santé en France. L'occasion pour lui d'y poursuivre son combat judiciaire. Je suis en exil parce que les conditions politiques qui ont été spécialement organisées pour mon élimination politique sont toujours en vigueur. Et je rappelle que c'est de la prison que j'ai dû suivre la campagne électorale présidentielle à laquelle j'étais candidat. Condamné par la justice nigérienne, Ama Amadou fera appel au niveau de la Cour communautaire de la CEDEAO. Seulement, la décision de la Cour se fera attendre pendant de longues années. Et curieusement, ce n'est que lorsque le président Mahamadou Issoufou accède à la présidence en exercice de la CEDEAO que la Cour de la CEDEAO se prononce enfin pour se déclarer incompétente. Autre incongruité, la Cour de la CEDEAO justifie sa décision par le fait que le verdict rendu par le Niger avait déjà revêti l'autorité de la chose jugée. En langage simple, elle ne peut plus se prononcer parce que la justice nigérienne a déjà tranché l'affaire. Une véritable aberration judiciaire vu que la Cour communautaire de la CEDEAO est une juridiction supranationale censée connaître des affaires déjà tranchées par les justices nationales. En d'autres termes, c'est en quelque sorte une cour d'appel. Cette décision viendra de fait doucher les espoirs de justice de Ama Amadou, désormais contraint de passer ou de repasser par la case prison. À la suite du décès de sa mère, Ama Amadou retournera à Niamey le 14 novembre 2019. Après recueillement, il se présente le 18 novembre devant le procureur de la République pour purger le reste de sa peine. Finalement, contre toute attente, Ama Amadou est libéré de prison fin mars 2020 à la faveur d'une grâce présidentielle. Officiellement, il s'agit d'une grâce générale qui vise à désengorger les prisons en raison de la progression de la pandémie liée au coronavirus. Officieusement, c'est un moyen idoine de faire retomber la pression en libérant un prisonnier devenu un peu trop gênant. Un moyen pour le pouvoir de Niamey de faire d'une pierre deux coups. Il gracie son principal opposant, lui ouvre les portes de la liberté sans lui offrir la précieuse amnistie qui lui permettra de briguer le fauteuil présidentiel. Aussi, au vu des développements passés, personne ne pourrait dire avec certitude si Ama Amadou, désormais libre, est à l'abri de nouveaux coups politico-judiciaires de ses adversaires, ceci à un an de la présidentielle. Peut-être je suis naïf parce que je crois sincèrement à la démocratie, aux règles de la démocratie. Mais si en face de moi, j'ai des hommes qui ne pensent qu'au pouvoir et à l'intérêt qu'ils ont de garder le pouvoir, quels que soient les moyens, il est évident que si je continue à me présenter contre eux, je serai naïf. Mais que faire autrement? Si je pars du principe, puisqu'ils ne respectent pas les règles des élections démocratiques, je vais me retirer. Mais pensez bien qu'en Afrique, il n'y aurait plus d'opposants. Plus personne ne se présenterait contre qui que ce soit. Oui, mais à force d'être l'opposant professionnel, l'opposant éternel, quelque part, on ne s'en lasse pas? Non, je pense que si mon adversaire actuel a quand même fait presque une vingtaine d'années d'opposition. Je ne